Bonjour à tous et à toutes. Alors, bien, merci Myriam pour cette introduction. Hein. Merci donc, oui, on va commencer par des merci, c'est toujours sympa. Merci à la mêlée numérique donc de m'accueillir aujourd'hui à Toulouse, et merci à Factory Group d'avoir organisé cet événement. Alors, je suis Brice Cornet et j'ai la chance d'être l'heureux CEO de Simple CRM. Alors, vu le nom, vous doutez bien que notre métier, ce n'est pas la pizza, la livraison de pizza à domicile. Hein. On a créé un logiciel CRM qui est le premier logiciel CRM à être réellement équipé d'une intelligence artificielle et qui s'appelle API. Alors, pourquoi a-t-on fait cela ? C'est assez simple en fait. Hein. Tous et toutes ici, vous utilisez Excel. On est d'accord ? Mais en pratique, vous utilisez peut-être 10, 15, allez, 20% des possibilités de ce produit. Aucun de vous ne crée un driver ODBC pour faire une connexion MySQL afin de créer un tableau croisé dynamique. Enfin, sauf peut-être si certains de vous ont des gros problèmes de couple et doivent s'occuper la nuit. Mais en pratique, non. Clairement, non. Alors, si un géant comme Microsoft n'a pas réussi à ce que son produit phare, qui existe depuis des décennies, soit plus utilisé en profondeur, ce n'est pas nous, petit éditeur, qui allait arriver à faire mieux. Et franchement, ça me faisait de la peine que l'on travaille autant à créer un aussi beau produit et qu'au final, il soit très peu utilisé. Alors, on s'est dit, on va créer un cerveau. Et ce cerveau, on va le doter d'une oreille. Alors, l'oreille, c'est le micro, tout simplement, de votre ordinateur. Et ce cerveau, il est capable, du coup, d'entendre ce que vous dites et de l'interpréter. Donc vous pouvez poser des questions à notre logiciel CRM, à API, cet être virtuel qui est votre assistante intelligente. Vous pouvez lui dire, API ouvre le calendrier. C'est simple. API affiche les ventes en cours. C'est toujours très simple. Mais vous pouvez également lui poser des questions plus subtiles. API affiche les clients peu rentables. Alors là, déjà, si vous deviez vous-même trouver cela dans n'importe quel logiciel CRM, ce serait compliqué. Il faudrait faire une petite requête en langage SQL, etc. Ici, simplement en parlant, l'intelligence artificielle va générer pour vous le rapport. Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez lui poser des questions ouvertes du style API, on va faire un salon, c'est une foire commerciale, on n'y connaît rien, as-tu des idées ? Et là, elle va vous proposer des lectures, des pistes de réflexion, des stratégies. Alors, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, on a bien bossé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer cette intelligence artificielle ? Alors, bien entendu, on a fait des trucs de base, On a fait, elle fait les rappels de rendez-vous pour pas que les gens vous posent des lapins. Elle fait les rappels des factures impayées, mais ce n'était pas suffisant. Et je vais vous raconter une petite anecdote, c'est plus simple. Je passe un jour dans les couloirs de Simple CRM et j'entends que ça se marre, ça rigole bien dans le département du support. Je rentre, et je demande ce qui se passe. Il y a Richard qui me dit « Attends, il y a un truc génial, il y a un client qui nous a contacté pour nous dire que Simple CRM ne fonctionne pas du tout. » Alors là, moi, ma réaction, c'est que ça me fait pas rire. Il fait, non, écoute, c'est pas ça. Écoute la suite. Il me dit, je discute avec le client, et le client me dit texto. Ça fait 3 semaines que j'ai acheté le logiciel. Je n'ai touché à rien pour être certain que je n'ai pas fait de bêtises, et il n'y a rien qui se passe. Alors, Richard lui dit, oui, rien qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Écoutez, aucun client ne m'appelle, le téléphone ne sonne pas, je ne suis pas contacté, rien ne se passe. Donc, cette pensée, ce client, c'est qu'un logiciel CRM, c'est un logiciel qui allait chercher les clients pour lui. Et donc tout le monde était mort de rire au niveau du support. Et moi, ça m'a pas fait rire du tout parce qu'avec avec sa naïveté qui lui était très très particulière, il pointait en fait quelque chose d'hyper intéressant. Il pointait ce à quoi nos clients rêvent. Avoir des clients qui viennent vers eux. Alors on est tous ici d'accord que la valeur ajoutée d'un client, c'est tout simplement son empathie, sa capacité à comprendre les besoins du client et que ce commercial, il fasse de la vente, quoi. Mais en pratique, que fait un commercial ? Un commercial, il passe des heures à fouiller dans des annuaires, des bases de données, dans LinkedIn, aller à des événements networking comme celui-ci, pour trouver des clients potentiels, pour ensuite passer des appels téléphoniques et se prendre des râteaux et encore des râteaux. C'est ce qui fait que pour moi, je trouve vraiment que le boulot de commercial est un des boulots les plus difficiles au monde. Et donc on s'est dit, mais il faut qu'on trouve une solution. Alors, je vais vous faire un petit parallèle un petit peu sanguinolent. Quand il y a un serial killer
qui assassine plein de gens. La police scientifique va sur les lieux du crime, récolte des indices, donne ces indices à un profiler, le profiler profile l'assassin et l'assassin est arrêté. Et bien ce qu'on a fait, c'est exactement la même chose. En fait, le lieu du crime, c'est votre Simple CRM. Dedans, vous avez les clients qui signent, les clients qui ne signent pas. Les clients qui se plaignent au support, les clients qui ne se plaignent pas. Les clients qui payent, les clients qui ne payent pas. Les clients qui disent que les livraisons n'arrivent jamais, les clients avec lesquels les livraisons se passent bien, etc., etc. Oui, je sais, etc., etc. est un belgicisme, je suis désolé, je suis belge, c'est un de mes nombreux défauts, c'est peut-être pas le pire, mais le etc., etc., je le mets très souvent, et je sais que ça fait marrer les Français. Alors, reprenons donc. Il y a des indices, et sur base de ces indices, API, notre intelligence artificielle, est capable de pointer le client idéal pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande à notre intelligence artificielle? Eh bien, on lui a dit, parcours la Banque Carrefour des entreprises en Belgique, le Bodac en France, regarde toutes ces publications juridiques, lis-les, et sur base de ça, crée une base de big data. Et donc, c'est ce que API fait. API crée une base big data où il y a 12 millions de sociétés, c'est-à-dire toutes les sociétés françaises et belges. Ensuite, elle prend son profil, qu'elle a défini, le profil du client idéal, et elle va chercher des clients idéaux dans cette base, et elle fournit en moyenne 6 leads par jour à vos commerciaux. Alors les commerciaux regardent les fiches, et si ça les intéresse, ils les importent. Et ça, fatalement, les commerciaux, ils adorent, parce qu'ils ont du lead avec lequel ils vont avoir facile de communiquer, des leads où ils ont déjà eu des expériences similaires, et fatalement, ils se prennent moins de râteaux, et leur taux de réussite est nettement plus élevé. En moyenne, nos clients peuvent augmenter leur chiffre d'affaires quand même de 38%, ce qui est plutôt sympathique. Vous comprenez donc pourquoi c'est moi qu'on a invité aujourd'hui à parler de logiciels CRM et d'intelligence artificielle plutôt que votre garagiste. Mais j'ai un gros point commun avec votre garagiste, c'est qu'on a tous les deux les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on fait les choses. Alors je vous propose de continuer en faisant un petit jeu qui s'appelle le vrai ou faux. Donc en fait j'ai pris deux informations dans la presse, différentes affirmations, et je vais vous demander ce que vous en pensez. Le but c'est de voir votre niveau de fake news, comme dit notre ami Donald Trump, en matière d'intelligence artificielle. Alors on commence. La montre d'Apple est intelligente. Tous ceux qui pensent que c'est vrai lèvent la main. Alors, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous lancer des cailloux, ok, donc personne, ok, très bien. Oui, c'est pas beaucoup plus intelligent que les bons vieux pagers qu'on avait dans les années 80-90. Alors c'est sûr, ça va mesurer votre tension, etc., mais ce n'est pas intelligent, c'est un instrument de mesure et un instrument qui vous envoie des pushs de notifications, mais exactement comme le faisait un bon vieux beeper. Alors, une petite phrase. Vous utilisez tous et toutes de l'IA de façon quotidienne depuis plus ou moins 10 ans. Tous ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. Jean-Luc, non, tu ne peux pas jouer, tu as déjà vu la conférence. Ok, d'accord. Eh bien, c'est vrai. Parce que tous et toutes ici, vous utilisez un anti-spam, en fait. Et l'anti-spam, c'est un système qui est basé sur de l'intelligence artificielle. C'est un système d'apprentissage, en fait. Le logiciel anti-spam est capable de comprendre si c'est du spam ou pas. Et pour ça, il est capable de comprendre les évolutions. Je m'explique. Au départ, le spam, on vous envoyait du spam pour des Rolex ou du Viagra. Et donc, qu'a fait le système anti-spam? Il a compris que s'il y avait Rolex, Viagra et des prix incroyables, c'était du spam. Alors les spammers ont compris que les anti-spam avaient compris cela. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'écrire du texte, ils ont fait une grande image. L'anti-spam a compris que si c'est une toute grande image uniquement dans l'email, c'est que c'est du spam, etc., etc. Donc un système anti-spam, c'est un système de machine learning, on y reviendra par la suite, c'est un système d'apprentissage intelligent. On continue. Vous utilisez tous et toutes de l'IA de façon de façon plus intensive, soit en juillet, soit en août. Tous ceux qui pensent que c'est vrai lèvent la main. Je vois le doute sur le visage de certains. Je vous dis, je lance pas de cailloux, il y a pas de bulletin à la fin, tout va bien. Eh bien, c'est vrai, parce qu'en fait, en juillet ou en août, logiquement, vous êtes en vacances et vous faites plus de photos en vacances. Et vos appareils photos ou vos téléphones détectent des visages, en fait. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la reconnaissance d'image.
Allez, un petit extrait de presse, alors je précise, je vais pas dans le Gorafi, je vais pas dans les sites complotistes, hein, je vais sur du mainstream, du Figaro, des trucs assez sérieux, Le Monde, tout ça. Donc, extrait de presse, une IA a programmé elle-même, une IA plus intelligente qu'elle. Tous ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. Toujours assez amusant parce que... Oh, mais allez-y, levez les mains. En général, il y a toujours plus ou moins 50-50 là-dessus. Ça se répète ici aussi. Faux. Non, c'est pas vrai. En fait, là, typiquement, on est face à un journaliste qui est soit un vrai journaliste, soit un pigiste, qui de toute façon n'est pas spécialisé en algorithme, en intelligence artificielle, et qui a dû traduire une news américaine qui se basait sur une publication scientifique. Donc je récapitule, journaliste francophone sans expérience dans le monde des algorithmes, qui doit traduire un article anglais qui lui-même vient d'une étude scientifique. Enfin, vous comprenez directement d'où vient le souci en fait. Ce que disait l'article, c'est qu'en fait, une IA avait été programmée pour qu'elle-même alloue des réseaux de neurones complémentaires lorsque le problème était trop compliqué. Donc en gros, c'est ce qu'on peut appeler un système de load balancing, si on veut. Dit plus simplement, c'était un programme d'IA qui, lorsque un autre programme d'IA galérait à trouver des solutions, lui donnait plus de puissance de calcul, si vous voulez. Voilà. Mais en aucun cas, elle ne crée une intelligence artificielle supérieure. Hein. Pas de panique. Petite phrase. Certaines personnes parmi vous utilisent de l'IA depuis au moins 30 ans. Allez, qui lève la main? Ouais. Une personne, deux personnes, trois personnes. Allez, c'est bien. Mais oui, bien entendu, vous utilisez de l'IA depuis plus de 30 ans. Les jeux vidéo, la jouabilité dans un jeu vidéo, le fait qu'il est plus ou moins difficile, mais qu'on sait quand même jouer, parce que si c'est trop difficile, ce serait injouable, eh bien c'est de l'IA. Alors c'est de l'IA primitive, pas très évoluée, d'accord, mais c'est de l'IA quand même. Un autre extrait de presse, 2 IA ont créé un langage pour dialoguer sans être comprises des chercheurs. Tous ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. Mais non, bien entendu, hein, ce n'est pas vrai. Oui, les IA qui vont créer un langage pour comploter, pour tuer les êtres humains, non, non, je vous rassure, on n'en est pas là, hein, tout va bien, donc pas de souci. Ça n'existe pas. Là, à nouveau, j'ai même pas trouvé la source, honnêtement. Je sais pas d'où venait ce délire, mais en tout cas, pas de panique. Alors, Sophia, si je me souviens bien, hein, ce robot, donc, qui a reçu, alors je sais plus, c'est en Arabie Saoudite, hein, je pense, ou c'est au Koweït, je sais plus trop. Enfin bref, elle a reçu la nationalité, elle est considérée comme étant un être vivant. Donc, Sophia est intelligente. Tous ceux qui pensent que c'est vrai, lèvent la main. Voilà, vive les fake news. Donc, non. Hein, Sophia n'est pas intelligente, pas plus que le petit R2D2 qui a été utilisé dans le premier Star Wars dans les années 80. C'est juste un robot télécommandé extrêmement sophistiqué, mais sans plus. Si vous soyez attentif à ce que vous voyez, il y a eu beaucoup de vidéos de Sophia. Remarquez que le journaliste qui l'interviewe, il a des cartons avec des questions préécrites. Je veux dire, vous prenez un radiocassette des années 80 avec des réponses préenregistrées, vous posez la question et puis la bande-son, elle défile, hein, c'est la même chose. Lorsque des journalistes lui posaient des questions ouvertes, vous remarquez qu'elle répondait à chaque fois de la même façon. Elle répondait « Est-ce que vous êtes heureux de votre job de journaliste ?» C'était la réponse qu'elle donnait à chaque fois, donc à chaque fois elle bottait en touche. Donc c'est juste... C'est élégant, c'est beau, c'est une machine, mais c'est rien d'autre qu'un gadget de cinéma. Et moi, j'appelle ça personnellement une escroquerie. Voilà. Allez, extrait de presse. LinkedIn introduit de l'IA dans son chat pour vous assister dans vos échanges. Alors, tous ceux qui pensent que c'est vrai, hein, LinkedIn qui a été racheté par Microsoft, lève la main. Voilà, 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 voilà. Alors, si vous pensez que lever un pouce vers le haut ou cliquer sur « Comment allez-vous » c'est de l'IA, non, je suis désolé, ce n'est pas de l'IA. C'est du grand n'importe quoi. Par contre... Ce que Gmail propose depuis 3-4 semaines, là, hein, des réponses à vos emails, donc là, il balaye votre email et fait une réponse toute faite, oui, il y a de l'IA. Mais là, ce truc avec juste 2 boutons, comment allez-vous, un petit pouce vers le haut, non. Ou là, un petit bouton merci, non, ce n'est pas de l'IA, il n'y a rien d'intelligent là-dedans, c'est juste des boutons, c'est tout.
Donc, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'IA washing. C'est un truc assez récurrent, hein. Dans l'informatique, on y a le greenwashing, il fallait faire du green IT à un moment, absolument, absolument. Maintenant, c'est de l'IA washing. Pourquoi? Bon, parce que tout simplement, aux États-Unis, si vous dites que vous faites de l'IA, vous allez lever plus facilement des fonds. C'est rien d'autre, mais retenez que l'IA, c'est juste un outil du quotidien comme un autre. C'est votre anti-spam, c'est votre appareil photo. D'accord? Alors là, bien entendu, logiquement, vous vous attendez à ce que je vous amène une définition de l'IA. Mais gros problème, c'est que c'est la bagarre à ce niveau-là. Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas une définition qui fait l'unanimité. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de définir l'IA? Alors beaucoup d'entre vous me diront, bah, c'est parce que c'est trop jeune, hein, ça fait 2-3 ans qu'on parle de l'IA, pas plus, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de consensus à ce niveau-là. Ben, pas vraiment en fait. Parce que les bases de l'IA ont été posées pendant les heures les plus sombres de notre histoire. Hein. En 1943, on a McCulloch qui pose la définition des neurones formels. Alors, vous me direz, oui, bon, ok, posé sur papier, mais la mise en place, ça fait 2-3 ans, là, c'est tout récent. Ben non, toujours pas, parce qu'en fait, en 1959, on a IBM qui crée les premiers logiciels IA dont le but était de résoudre des théorèmes de géométrie. À l'époque où les ordinateurs, c'était des tas, des milliers de grosses ampoules comme ça, hein, de gros transistors. Donc voilà, c'est toujours pas ça. Alors vous me direz, oui, mais bon, les applications, style les chatbots, hein, on en entend parler, mais toutes les semaines, ça c'est super récent, là, ça fait 1 an qu'on en parle. Bah oui, mais non. Je vous présente tout simplement Elisa, premier chatbot qui date de 1966, donc c'est pas récent. C'est pas récent. Bref, y a des gens qui m'énervent, hein, clairement. La presse, je suis désolé, j'aime pas dire que la presse fait mal son travail. Parce que bon, les journalistes, ils font ce qu'ils peuvent avec le temps qu'ils ont pour le faire, avec des deadlines insoutenables, avec des budgets qui sont de plus en plus serrés, et donc il y a clairement une intoxication en termes d'information qui vous donne une mauvaise vision des choses. Et donc, vous voyez que beaucoup de choses que vous pensiez de l'IA est faux, en fait. Alors maintenant, je vais tenter un exercice délicat, c'est-à-dire que je vais poser une définition de l'IA, mais j'insiste, c'est une définition personnelle. Où des tas de gens, tas d'experts sont d'accord avec moi, d'autres ne le seront pas. Mais bon, vu qu'il faut bien qu'on commence par quelque chose, on va commencer par cette définition toute personnelle. Donc l'IA est pour moi, Brice Cornet aujourd'hui à Toulouse, un ensemble de technologies permettant de résoudre des problèmes complexes, résolution qui passe par une imitation du comportement humain. Et ensemble de technologies est super important parce que quand on vous parle d'un système IA, c'est pas un système qui fait tout, c'est un ensemble d'IA qui va vous donner une solution. On va détailler par la suite. Alors, dans les différentes grandes familles d'IA, moi, voilà, je place machine learning, natural language processing, speech, système expert, robotique, reconnaissance son et image. On aurait pu en faire 2 dans reconnaissance son et image. Alors, je vais vous faire une petite illustration à chaque fois pour que vous compreniez ces grandes familles d'IA. Le machine learning, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est votre système anti-spam. Au départ, il reconnaissait que Rolex et Viagra des prix imbattables, c'était du spam. Ensuite, il reconnaît que si on met une grande image, c'est du spam, etc., etc. Donc c'est un système qui apprend et qui s'adapte. On va y revenir par la suite parce que le machine learning, c'est vraiment la base de l'IA, quoi. Tout système, en fait, doit apprendre. Donc on va le détailler un peu plus par la suite et on va surtout détailler les dangers et les faiblesses de ces systèmes. Le Natural Language Processing. Je ne sais pas si vous avez déjà testé Skype Translator, c'est super amusant. Vous parlez en français, ça sort en anglais, ou en chinois, ou en allemand. C'est ce genre de choses, c'est la capacité de traitement. C'est ce qu'on a chez nous dans Happy, là, le petit bonhomme là, avec des petits yeux, là, c'est Happy. Quand vous lui parlez, elle est capable de comprendre en fait, ce que vous lui dites et de produire un résultat qui est un rapport, un listing, lancer une application, etc. etc. Oui, je vous l'ai dit, le etc., etc., je vais le ressortir assez souvent. C'est plus fort que moi, je suis désolé. Donc ça, voilà, c'est une famille de l'IA, le traitement du langage naturel. Ensuite, il y a le speech, le fait de parler. Alors ici, là, j'ai dans Simple CRM, on a aussi un système de speech. Donc là, je vous ai mis un petit screenshot. La première fois que j'ai lancé le speech sur cette fiche, j'étais assez étonné parce que
API a lu Laboratoire de physique quantique et d'application, filiale du Centre national de recherche scientifique. Elle n'a pas lu CNRS. Donc c'est ça qui définit un speech IA dans une voix synthétique en 1984, à la présentation du Macintosh 1, le Macintosh parlait. Sauf que le Macintosh aurait parlé comme ceci. La, bo, ra, toi, re, de, fi. Bon, je ne vais pas vous le faire jusqu'au bout, hein, vous comprenez. Ça, c'est de la voix synthétique. Un speech, comme on va retrouver dans les assistants intelligents, Amazon, etc., est capable de dire Centre national de recherche scientifique. Elle est capable de comprendre un contexte. Alors, ça va plus loin. La dernière vidéo corporate qu'on a fait pour Simple CRM, qui est une vidéo promo qui parle pas de CRM, qui parle plutôt de notre philosophie de vie, on avait envie que ce soit des enfants qui le fassent. On a utilisé en fait une intelligence artificielle. Et c'est complètement bluffant parce que l'intelligence artificielle comprend le texte, comprend le contexte et comprend la ponctuation. Et donc, elle comprend que si on met 3 points de suspension, il faut mettre plus d'émotion à ce moment-là. Et c'est totalement bluffant quand on écoute cette vidéo. Il y a une vraie émotion dedans. Ce sont des voix d'enfants. Et c'est une IA qui a mis cette émotion dans le système. C'est vraiment bluffant. Donc, si un jour vous voyez une vidéo qui commence avec quelqu'un qui siffle au début et ça dit la relation client, c'est un sentiment, etc., etc., soyez attentifs. C'est une pub, donc Simple CRM. Et c'est une IA qui fait la voix. C'est vraiment assez chouette, quoi. Oui, donc mauvaise nouvelle, si vous vouliez changer de boulot, faire une formation pour devenir doubleur de pub, c'est peut-être pas le bon moment. On y reviendra aussi par la suite sur ces petits aspects un petit peu négatifs de l'IA. Les systèmes experts, c'est les systèmes d'IA les plus courants. Voilà, si vous êtes... j'ai l'habitude de parler à des banquiers, à des assureurs, etc. Clairement, toutes les simulations financières, des actuaires, ce genre de choses, c'est du système expert, c'est de l'IA. On en retrouve également dans le milieu du bâtiment, des simulations assez complexes dans la résistance des matériaux, ce genre de choses. Voilà, du système expert, ça c'est hyper intéressant, c'est de l'IA. La robotique. Ça c'est une photo, alors je sais plus c'est quel hôpital en Belgique, je sais plus si c'était Gand ou Bruges. C'est un des deux, bref. Il y a un hôpital en Belgique qui a placé ces robots. Français, oui, français, maintenant japonais, parce qu'ils ont été rachetés, dans l'idée que, oui, ça va accueillir les gens à l'hôpital, ça va les informer, leur expliquer le chemin, etc., etc., ça va être super. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à côté du robot, au final, il fallait 2 êtres humains pour que ça fonctionne. Alors, pourquoi ? Premier truc, les gens regardaient cet objet, ne savaient pas du tout à quoi ça servait, donc il fallait un être humain pour l'expliquer. Deuxième problème, les gens parlaient. Je sais pas quel auteur fait ce robot, il fait peut-être 1m40, 1m30, je sais pas trop. Mais le problème, c'est que dans un hôpital, dans un couloir, il y a du bruit, il y a des gens, et le robot n'entendait pas. Donc il fallait vraiment expliquer aux gens qu'ils devaient se mettre devant le micro, il fallait expliquer où se trouvait le micro, pour que les gens parlent d'une façon suffisamment claire. Et puis là, les gens, ils pensaient que c'était Siri, oui, donne-moi la météo, etc. C'était pas très efficace. Quand on leur a bien expliqué que c'était pour les aider à se retrouver dans l'hôpital, etc., là, il y avait un problème, c'est que ce robot ne comprenait pas comment les humains pouvaient se repérer. Lui dire, écoutez, vous voyez, il y a un distributeur de boissons là-bas, il y a un fleuriste, vous prenez par la gauche, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc ce qui s'est passé au bout de 4 mois, le robot a été remballé. Il y a une chaîne aussi d'épicerie fine en Irlande qui avait opté également pour ces robots, même chose, au bout de 3 mois, ils les ont rendus, ça ne fonctionne pas. Il y a Steve Wozniak, cofondateur d'Apple avec Steve Jobs, qui a créé le test Wozniak en matière de robotique. Il a dit, je croirai à la robotique le jour où je serai dans mon jardin dans un transat, je dirai au robot, robot, va pas me chercher une bière dans la cave, donc t'as plusieurs frigos, tu trouves le bon frigo, tu remontes cette bière, tu vas dans la cuisine, tu fouilles, tu trouves un décapsuleur, tu trouves un verre, tu verses ça et tu me le ramènes. Il a dit, le jour où un robot comprendra, sera capable de faire, je croirai à la robotique. Et j'avoue que je suis un petit peu comme lui, je croirais vraiment à la robotique, et à ce moment-là, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. On va y revenir par la suite. Reconnaissance sans image, le plus connu, les voitures autonomes, reconnaissance image, capable d'identifier qu'il y a des gens qui traversent, capable de reconnaître des panneaux, etc., etc. Oui, je l'ai encore placé, voilà.
Alors, l'IA, est-ce que c'est super complexe? Est-ce que c'est un truc de savant fou, réservé à une élite? Réponse très engagée, oui, mais non. Alors, oui, dans le sens où vous avez besoin de faire des choses complexes, des choses élégantes. Vous allez donc devoir programmer. Alors, la première bibliothèque IA, c'était du C, C++. Maintenant, on fait ça en Python. Pardon, en Python, pour la France. Voilà, il va falloir coder. Donc là, oui, il faut être un peu un savant fou. Mais non, parce qu'il existe des environnements qui vont vous permettre de prendre des briques d'IA, de les interconnecter, de faire des choses. Je vais reprendre Excel. Vous avez tous et toutes déjà fait un graphique dans Excel, hein, avec des petits bâtonnets ou un petit truc, un petit graphique donuts camembert, mais vous n'avez jamais programmé en langage un camembert ou un donut ou un graphique, dire que le pixel doit se trouver à tel endroit, qui doit être de telle couleur. Non, vous avez utilisé un outil qui fait appel à des bibliothèques de langage, qui réalise le rendu pour vous. Ça va être la même chose dans l'IA de plus en plus. On va avoir des environnements qui se démocratisent. Il y en a déjà un très connu qui s'appelle TensorFlow, qui appartient à Google et qui est totalement gratuit. Et vous pouvez l'utiliser pour faire des traitements IA. Alors actuellement, il faut encore programmer en Python dedans. Mais je pense sincèrement que dans le futur, vous pourriez avoir de l'IA dans votre Excel où vous allez prendre des petites briques exactement comme vous le faites en fait pour faire votre graphique et vous ne devrez pas avoir des connaissances poussées en IA pour exploiter de l'IA. Alors vous allez me dire, mais ils sont super sympas chez Google, ils donnent un outil gratuit comme ça d'IA, c'est vraiment super chouette, merci. Oui, mais non, hein, rien n'est jamais gratuit. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une IA, imaginons, c'est un enfant de 7 ans, il est capable de reconnaître qu'une pub, s'il écrit Rolex et que le prix c'est 200 €, c'est du spam, mais après il faut faire évoluer son intelligence. Et pour faire évoluer son intelligence, c'est comme un enfant, on va lui mettre un prof, et on va lui donner des millions de données à analyser et à manger. Et puis le prof, il lui fait faire ses exercices, voilà. Par exemple, vous faites un système de reconnaissance image, vous lui mettez des images de bics, de feuilles de papier, et puis de temps en temps de chats, et l'intelligence artificielle doit dire quand c'est un chat. Et donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que, c'est un peu comme dans l'industrie, on va pas vérifier chaque chose, parce qu'on parle de millions de données, donc c'est impossible de vérifier, mais tous les 100 tests, vous allez prendre le résultat, voir si c'est correct, et si c'est faux, vous allez corriger l'intelligence artificielle, comme vous corrigez un enfant, pour qu'il monte en compétence, exactement de la même manière. Donc, le vrai souci, on peut vous donner une plateforme d'IA, mais si vous n'avez pas les volumes de données et les puissances de calcul GPU à disposition, grosso modo, ça ne sert à rien. Donc, dites-vous que Google, il a quand même un intérêt dans l'histoire, c'est que en l'utilisant, vous allez lui remonter des bugs. Lui, ça lui permet d'affiner son outil IA pour qu'il soit de mieux en mieux, de plus en plus parfait. Donc, lui, ça lui permet de monter en compétence aussi. Donc, c'est un petit peu du donnant-donnant. Donc, vrai souci, si vous voulez faire de l'IA, il va vous falloir des volumes de data qui sont absolument énormes et puis des puissances de calcul qui vont avec. Il y a un deuxième gros souci. Bon, j'ai fait le parallèle avec un enfant qui est un instituteur, qui va l'aider à évoluer. Vous savez, un des gros défauts des profs, c'est qu'ils ont leur petit chouchou, leur petit favori. Avec l'IA, c'est la même chose. Les professeurs ont leur petit favori. Et ils vont avoir tendance à favoriser leur IA. C'est-à-dire que quand vous créez une IA, c'est un peu votre bébé, quoi. Il y a vraiment une relation un peu sentimentale, un peu fusionnelle avec cela. Et vous n'avez pas envie qu'il se plante. Donc vous n'allez peut-être pas lui soumettre des tests qui risquent de le faire foirer. Vous avez juste envie qu'il réussisse. Ça entraîne de gros soucis, en fait, ces professeurs qui ne sont pas tout à fait neutres. Il faut savoir que la plupart des IA sont racistes et misogynes. Pourquoi ? Il faut savoir que la plupart des ingénieurs IA sont blancs, et entre 27 et maximum 40 ans, et sont des hommes. Et ça se ressent dans les tests, par exemple, alors je ne sais plus qui, j'ai un trou de mémoire, mais il y a une entreprise qui avait fait développer une IA de recrutement, et l'ont coupée parce qu'ils se sont rendus compte que l'IA ne leur proposait jamais des femmes, et très peu de personnes de couleur. Ça pose de vraies questions. Moi, perso, ça me dérange. Lorsque l'on dit que les profs ont tendance à favoriser leurs élèves,
je vais vous donner un exemple très simple. Une université a demandé à Google à tester leur système de reconnaissance d'images. Et là, alors là, nous tous, on voit bien que c'est un bout de tortue. Bah, l'IA de Google dit que c'est une tasse de café. Alors, d'un côté, il y a vraiment ces professeurs qui favorisent leurs élèves, et d'un autre côté, il y a la direction de ces entreprises qui n'ont pas trop envie que leurs IA échouent. Pourquoi ? Ces entreprises, elles ont une obligation de rentabilité. Lorsqu'on développe une IA dont le but est de conduire une voiture, on n'a pas envie de dire que cette IA, elle se plante très vite. Ce panneau de signalisation, par exemple, n'est pas un panneau de signalisation pour une IA. Elle ne sait pas ce que c'est. Et donc, cela peut entraîner des accidents et des morts parce que ces entreprises privées ne vont pas trop tester en profondeur ces IA. Parce qu'elles ont envie de les mettre rapidement sur le marché pour engranger des bénéfices. Et moi, ça me pose réellement problème. L'IA, c'est de la recherche scientifique. Or, quel est le point de vue d'un scientifique ? Un scientifique part du principe que ce qu'il dit est faux. Et lui, tout ce qu'il a envie, c'est de donner ses recherches à des tas de collègues pour que ses collègues arrivent à faire échouer sa théorie. Un scientifique, c'est la requête de la vérité. Une entreprise, c'est la requête de la rentabilité. Et personnellement, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me pose problème. Pour moi, il est plus que temps qu'il y ait une réelle législation. À partir du moment où on va avoir des IA qui vont piloter des voitures, des trains, des avions, des hélicoptères, etc., sorry les gars, il faut que des universités repassent par derrière pour vraiment poser les vraies questions et mettre en danger ces IA en faisant des tests qui dérangent le secteur privé. Alors là, si jamais il y a des gens qui vont voir cette vidéo, qui travaillent dans l'IA, je suis en train de me mettre à dos toute la profession, mais voilà, je suis un être humain, je suis un père de famille. Voilà, si ma fille va en excursion dans un autobus qui est conduit par une IA, je vais être certain que cette IA soit infaillible, quoi. Alors, question, que va amener l'IA ? Alors bon, l'IA, c'est une révolution industrielle, hein, comme on a eu l'électricité, la vapeur, etc. Donc, ce qu'elle va amener, c'est une révolution dans les pratiques professionnelles. De mon point de vue, alors là, c'est toujours de mon point de vue à moi, elle va vous amener énormément de chômage, mais aussi potentiellement moins de faillites et de nouveaux métiers. Alors, énormément de chômage, il est certain que le secteur du transport, ça va être la cata. Petite parenthèse, quand Uber est arrivé et que tout le monde a applaudi, oui, bravo, on va disturber, on remet en cause des monopoles. Je me suis engueulé avec plus d'une personne et j'étais très franc, j'aurais dit que c'était des gros cons. Pourquoi ? Désolé, oui, je dis gros con en conférence, mais voilà, je suis entier et je ne m'en cache pas. Que font ces gens, Uber ? Ils cassent un monopole pour ensuite faire quoi ? Entraîner des faillites à gogo. Et puis, quand le secteur des taxis sera au plus mal, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont mettre des voitures autonomes, hein, leurs VTC, ils s'en foutent, quoi. Des gens qui sont sous-payés, voilà, c'est pas une entreprise humanitaire, hein, faut pas se cacher. Et voilà, quand Uber a annoncé que ils étaient en train de faire des véhicules autonomes, c'est QFD, hein. Voilà, je vais pas claironner sur tous les toits que j'avais raison, mais voilà, le but, clairement, c'est de remplacer l'humain. Alors, est-ce que c'est mal ? Je ne pense pas. Je viens d'une ville en Belgique qui s'appelle Verviers. Verviers est la ville qui a inventé les métiers à tisser à vapeur. C'était une famille qui s'appelle la famille Simonis qui a fait venir 2 jeunes ingénieurs anglais qui s'appellent... anglais qui s'appelaient, décidément ça va mal, désolé, les frères Cockerill, qui par la suite ont créé d'ailleurs tous les systèmes de coulée à chaud dans les bassins sidérurgiques. C'était vraiment des mecs brillants. Et donc, voilà, les enfants de 7, 8, 9 ans n'ont plus besoin de travailler dans les usines. Je trouve ça pas mal du tout que les enfants aient dû arrêter de travailler. Mes arrière-grands-parents ont commencé à travailler, ils avaient 8, 9 ans. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien qu'on ait modernisé. Et je pense que dans quelques années, quand on aura quasiment 0 accident sur la route, on trouvera ça très bien, hein. Une IA n'a pas un tempérament de feu, ne veut pas prouver qu'elle a la plus grosse voiture que les autres.
il n'y a pas, y a pas ce côté, voilà, les hormones qui travaillent, quoi. Hein. Donc voilà, une IA sera toujours sage, il y aura moins d'embouteillages aussi, fin de parenthèse, 2h30 pour rentrer dans Toulouse, c'était l'enfer, je sais pas ce qui se passe chez vous, mais voilà, c'était atroce aujourd'hui. Donc voilà, je pense que dans le futur, on se dira que c'est très bien qu'il n'y ait plus d'accidents. Alors évidemment, tous les gens qui sont chauffeurs professionnels, qui vont se retrouver au chômage, c'est atroce. Mais ça arrive dans toutes les révolutions industrielles. Alors, il y a des tas de spécialistes qui avancent, des tas de chiffres. Je rentre pas là-dedans. Je citerai simplement les études du temps de la calèche qui disaient que si ça continuait, dans 80 ans, Paris serait sous 40 mètres d'épaisseur de crottin de cheval. Voilà, les gens qui font des projections projettent tout et n'importe quoi. C'est très difficile de dire ce qui va vraiment se passer. Mais c'est certain en tout cas que tous des métiers qui, on va dire, qui sont répétitifs et qui ne sont pas à valeur ajoutée vont disparaître, ça c'est certain. J'aurais voulu vous montrer des photos d'une usine au Japon. J'en ai pas trouvé, donc du coup j'ai pris une photo d'une usine en Chine, où ils ont mis des robots avec de l'intelligence artificielle et ils n'ont pas viré d'employés. Donc ils ont toujours autant d'employés, je trouve ça formidable. Alors c'est dingue parce qu'ils ont voulu en fait que chaque employé ait un binôme robot qui fasse les tâches ingrates, c'est-à-dire les tâches qui entraînent des blessures au niveau des tendons. Hein, sur les chaînes de montage, il y a énormément de blessures dues aux mouvements répétitifs. Et en fait, les IA ont fait tous ces mouvements. Et pour que les IA comment dire, les IA travaillent vraiment avec les humains, qui soient vraiment acceptés. Ils ont fait programmer les IA pour que les IA fassent la gym du matin. Je ne sais pas si vous savez, en Asie, ils ont cette habitude de faire un petit peu de tai chi ou autre tous les matins. Quand vous regardez, donc dans l'usine, les robots font le tai chi avec les employés pour qu'il y ait une vraie dynamique de groupe. C'est assez amusant. Et finalement, donc, les robots font toutes les tâches ingrates et répétitives, et les humains travaillent sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire voir des choses qu'une IA ne verra pas. Une IA ne verra jamais que le cuir du tableau de bord, il y a une petite bulle, où il y a un petit pli au niveau du siège, où c'est pas bien agencé, bien aligné, il y a un petit détail, le petit bouton là n'est pas enfoncé, etc., etc. Donc voilà, c'est assez beau, je trouve ça assez chouette. Ce côté où l'IA peut prendre en charge des trucs répétitifs et douloureux. Bon, à côté de ça, je pourrais aussi vous parler d'une compagnie de postes privés en Chine. Ils étaient 3000 employés, ils sont plus de 300, quoi. Pourquoi ? Parce que ce sont des IA qui trient le courrier. Donc voilà, c'est moins bien, c'est moche. Alors, je parlais de moins de faillites. Par exemple, nous, on a un des trucs de base qu'on a fait, bon, vous pourriez le faire sans IA, honnêtement. Le fait que Happy, notre IA, fait des relances pour les factures impayées. Vous doutez tous que la raison numéro 1 des faillites dans les entreprises, c'est le fait que les factures ne sont pas payées. Hein. Pourquoi elles ne sont pas payées ? Parce que souvent les gens ont peur de relancer. Quand on interviewe nos clients, ils nous disent oui, mais le client risque de nous quitter. Si on le relance, il risque de se braquer, etc. En première chose, un client qui ne paye pas sa facture, c'est pas un client, hein, donc il vous quitte, je veux dire tant mieux quelque part. Mais bon, je comprends, j'étais jeune entrepreneur, j'ai eu peur aussi, bon, voilà, je comprends. Bref, donc l'IA qui relance, ça va faire que votre taux de facture à payer va diminuer, que le temps de paiement va diminuer. Le fait que l'IA, quand vous voulez signer la société Tartampion, vous dit attention, moi cette société, son indice de fiabilité financière est extrêmement bas, si j'étais vous, je ne le prendrais pas. Ça vous évite de rentrer dans des ennuis. Donc le fait d'avoir une IA qui va brasser de la data et vous donner des conseils de gestion, ça va vous permettre d'avoir une entreprise plus solide, un meilleur chiffre d'affaires et donc de pérenniser vos emplois. Donc personnellement, je trouve ça très bien. Et puis il va y avoir des nouveaux métiers, hein, des réparateurs de robots, des programmeurs d'IA, des architectes de solutions, etc., etc. Donc il va y avoir plein de choses, des choses qui vont être techniques, ça c'est clair. Mais voilà, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, et de toute façon, je dirais qu'à chaque révolution industrielle, ce sont des métiers techniques. Hein. Lorsqu'il y a eu des nouvelles machines à la vapeur, c'était des techniciens. Lorsqu'il y a eu l'électricité, c'était des techniciens. Donc c'est certain qu'à chaque révolution, on a besoin de techniciens spécifiques. Et pour moi, enfin pour vous, pour nous, que va amener l'IA ?
L'IA, comme on l'a évoqué, c'est un outil du quotidien, hein, c'est votre boîte anti-spam, c'est votre antivirus. Ça va être des systèmes experts qui vont vous accompagner au jour le jour pour faciliter votre travail. Ça va être ça, l'IA, c'est un outil comme un autre, tout simplement. Oui, mais à chaque explication, il y a toujours un mais. Hein. Alors, je sais plus du tout quel philosophe avait dit cela, mais il y avait un philosophe qui avait dit, écoutez, les extraterrestres nous envoient un message dans le ciel que tout le monde voit, et ils disent, écoutez, dans 5 ans, 3 jours et 4 heures, 21 minutes, on atterrit à Toulouse, chez Airbus, hein, comme ça on aura des pièces de stock pour réparer si on a de la caisse. On arrive, c'est certain. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se prépare. Hein, ils peuvent être gentils, ils peuvent être méchants, voilà, on prépare tous les scénarios. Et là, moi, ce qui me pose un peu problème, c'est que l'IA arrive, hein, c'est certain, elle est déjà là, et on se prépare pas, ou très peu. Alors moi, j'aimerais bien que vous appliquiez ces conseils, ça me ferait plaisir. Faites une veille technologique avec un esprit critique, de façon quotidienne ou hebdomadaire. Donc, lisez la presse, mais avec un esprit critique. Hein, lorsque c'est trop beau, essayez de voir les sources, analysez les choses. Soyez informés. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours me suivre sur les médias sociaux. Il y a un peu plus de 27 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Facebook nettement moins, Twitter aussi, mais voilà, renseignez-vous, maintenez-vous informés. Pourquoi? Pour ensuite faire de la formation continue, formez-vous. Vous formez en quoi? Faites la liste de ce que vous faites au quotidien. Et faites 2 colonnes, une colonne valeur ajoutée, une colonne travail répétitif sans valeur ajoutée. Dites-vous que tout ce qui est dans travail répétitif sans valeur ajoutée, à terme, ce sera automatisé, remplacé par de l'IA. Ensuite, ce qui est valeur ajoutée, regardez en quoi vous avez envie de monter en compétence, ce qui vous plaît le plus, et formez-vous. N'attendez pas, faites les choses maintenant. Le futur, c'est maintenant. On vit dans une société qui évolue à la vitesse de l'email. Vous n'avez pas le temps de vous poser des questions, tergiverser. Il faut agir maintenant, tout de suite. Ensuite, il y a une remise en question des stratégies et du management. Si vous êtes chef d'entreprise, posez-vous les bonnes questions, les questions qui font mal, les questions qui dérangent. Il faut poser vos choix stratégiques maintenant face à l'IA. Vous n'avez pas le temps de vous poser, de traîner plus. Au niveau des ressources humaines, vraiment organiser des formations, organiser des tables rondes, des ateliers de réflexion, parce que tout le monde peut avoir des bonnes idées dans votre entreprise, travailler en équipe, capitaliser le savoir-faire, les idées, la motivation de tout le monde. Vraiment, ne traînez pas, n'attendez pas. Le futur, il est là. Ok? Alors, comme je vous l'ai dit, hein, etc., je suis belge, ce n'est pas le pire de mes défauts. Donc, bon, quand je fais des conférences en France, je suis un petit peu ennuyé parce qu'on me dit toujours « Oui, mais on en est où en France ?» Alors, grosso modo, je vais vous dire, vous êtes comme en Belgique, c'est-à-dire complètement perdu. Voilà. Alors certes, la France a fait des rapports, des plans stratégiques, mais en pratique, la plupart de ces points stratégiques devaient être mis en place fin 2017. On est fin 2018, il n'y a toujours rien, quoi. Hein, moi, je vais vous faire l'instant confession. Hein. On est dans un peu comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. On a des Américains très, très puissants et on croit que la solution est de leur côté. Sans comprendre ce qui se passe en fait. Pour faire de l'IA, allez, on va dire, vous voulez faire de la construction, il vous semble évident qu'il faut du béton, des bétonnières, des briques, etc., etc. Pour faire de l'IA, il vous faut du GPU, il vous faut des centres de calcul, il vous faut des super calculateurs. Où sont ces centres de calcul en Europe? Ils sont pas là. Ok? Vous voulez faire de l'IA maintenant, vous travaillez avec qui? Vous travaillez avec Amazon. Vous travaillez avec des Américains. L'Europe se pose la question d'éventuellement investir 20 milliards pour faire un jour des supercalculateurs à disposition du grand public, des universités. Voilà, on en est à se poser des questions. Pour l'instant, OVH, là, est en train d'investir dans des data centers avec des offres IA.
Mais on aura disposé ces questions il y a 5 ans, en fait. Là, on est trop tard. Et bon, bah voilà, les Français, les Belges, ils veulent tous, oui, le modèle américain. Non, désolé, c'est pas le modèle américain. Tout comme après la guerre, ce qu'il faut, c'est le modèle asiatique. L'Asie, en 7 ans, elle s'est reconstruite. La Chine, le Japon ont cannibalisé l'économie. Alors, ce bon vieux truc, les Américains innovent, les Européens légifèrent, les Asiatiques copient, du tout. Désolé, les Chinois, ils ont un réseau de communication quantique fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils ont des ordinateurs quantiques, pendant que les Américains, ils jouent avec du GPU. Donc, je pense qu'on a tendance à regarder dans la mauvaise direction et à prendre les mauvais choix. Perso, ça me fait un peu peur, ça m'attriste. Vous imaginez pas à quel point c'est dur de faire une boîte avec de l'IA en Europe. Vous imaginez pas les ponts d'or qu'on vous propose pour partir aux États-Unis. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu déprimant. Hein. Voilà, c'est la réalité. On a un train, voire 2 trains, voire même 3-4 TGV de retard. Et il faut vraiment, vraiment qu'on se bouge. Alors d'un autre côté, on pourrait bouger de façon intelligente en impliquant les universités, par exemple, pour faire des IA qui seraient remises en question, faire des IA de qualité plutôt que faire des IA de quantité, comme font les Américains. Voilà les fameux risques que j'avais évoqués tout à l'heure sur une IA qui n'est pas capable de reconnaître un panneau de signalisation parce qu'il y a un autocollant dessus. Donc il y a des pistes et il y a des opportunités, mais il faut vraiment, vraiment que le politique se bouge là, clairement. Alors comment parler d'IA sans parler de science-fiction, hein. Je suis obligé de faire un petit détour. On entend beaucoup ce cher fabricant de voitures, Elon Musk et Feu, ce fameux astrophysicien, M. Hawking, qui parle du danger de l'IA, des robots tueurs, tout ça, tout ça. Alors moi, quand j'ai une voiture qui est en panne, je vais chez un garagiste. Quand j'ai mal aux dents, je vais chez un dentiste. Quand je parle d'IA, je discute avec des gens qui codent de l'IA. Ces gens ne codent pas de l'IA. Hein. Donc oui, il y a de l'IA dans les Tesla, mais c'est pas Elon qui les construit. Qui plus est, bon, on sait bien que maintenant il est bien dépressif, le pauvre. Je tombe plus sur le mot, c'est pas overbooké, il est en burn-out. Il est en burn-out. Voilà, de même qu'un astrophysicien n'est pas quelqu'un qui code une IA et qui a une vision réelle des choses. Donc le robot tueur, non. Alors vous me direz, oui, mais vous avez vu ces vidéos de parcours, là, le robot de Boston Dynamics, il fait du salto arrière, etc. Oui, vous avez vu une vidéo dans la presse de la seule fois où ce robot a enfin réussi à faire son salto arrière. Vous avez vu la vidéo d'un succès, vous n'avez pas vu les millions de fois où il s'est vautré. Moi, j'ai vu des robots comme ça qui étaient incapables de lever le pied pour passer outre des parapets en béton et qui s'écroulaient. Donc ce que vous voyez, retenez, c'est du marketing. C'est du marketing pour influencer les investisseurs, influencer le cours de la bourse, mais on ne vous montre pas tout ce qui ne fonctionne pas. Ok ? Par contre, quand on parle de robots tueurs, oui, des missiles qu'on peut envoyer dans n'importe quelle direction, qui via de la reconnaissance image est capable d'identifier la cible et qui va décider lui-même où il va aller s'écrouler. Ça, on l'a. De même que des drones intelligents, on en a. Ça, oui, ça, ce sont des robots tueurs fonctionnels. Mais le robot façon Terminator qui va être dans la rue avec un fusil qui va vous tuer, non. Cool. Hein ? Alors, si vous doutez de ma parole, parce que vous vous êtes impressionné par les vidéos du petit robot de chez Boston Dynamics, et qui est formidable, hein, attention, je ne crédite pas, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Bon, n'oubliez quand même pas que ce robot, il fonctionne avec une batterie, hein, et que la batterie, elle tient 10 minutes. Ok ? Après, il faut la recharger. Donc, de toute façon, il y aura toujours ce problème. Qui plus est, si on parle de robot tueur, c'est quand même fragile, hein, donc un robot avec de l'humidité, des balles, des chocs, il va avoir plus qu'un problème informatique, ça va pas mal déconner. Donc voilà, restez zen sur les robots tueurs, ça va aller, tout va bien. Par contre, réel danger qui est déjà là, l'IoT, l'Internet des objets. Donc vous avez un frigo intelligent, vous avez des caméras de vidéo qui sont interconnectées. Ça, c'est un réel danger. Les dernières très très grosses attaques de DOS. Alors, il faut peut-être que j'explique. Si je vous dis en boucle, tu aimes la glace aux fraises, tu aimes la glace aux fraises, tu aimes la glace aux fraises, sans m'arrêter. Au bout d'un moment,
au bout de 24 heures, hein, vous allez vous écrouler de fatigue. Un serveur informatique, c'est la même chose. Si vous lui dites, affiche la page tu aimes la glace aux fraises.html, il n'a pas cette page, et vous lui demandez un boucle, au bout d'un moment, un serveur, il va cracher, tout simplement. Donc, il y a des intelligences artificielles qui ont pris le contrôle de caméras de surveillance, VEIP, comme vous pouvez en avoir, le type de caméra que vous pouvez avoir dans votre maison pour surveiller votre enfant ou surveiller qu'il n'y ait pas de cambriolage. Hein. Et ils ont demandé à ces caméras de surveillance de poser des questions à des serveurs. Donc ils ont attaqué Facebook, Twitter, Amazon, etc. Et les serveurs ont craché. Parce qu'il y avait des centaines de milliers, si pas peut-être des millions hein, de caméras dont le contrôle avait été pris par des intelligences artificielles, elles avaient été piratées par des intelligences artificielles, et donc qui envoyaient ces requêtes, tu la page, aimes-tu la glace aux fraises.html. Alors ça peut faire marrer, hein, c'est pas trop grave que Twitter crache, que Facebook crache, c'est vrai que c'est pas trop grave, mais imaginez-vous qui s'attaque à une centrale nucléaire, qui s'attaque à des barrages, qui, s'ils tombent en panne, relâchent les eaux et inondent des villes, s'attaque à des hôpitaux. Le système électrique de l'hôpital crash, on n'a plus les dossiers des patients, etc. Moi, là, ça me fait plus rire du tout, et je pense que vous non plus. Donc, il y a un réel danger. Là, vraiment, les robots tueurs, pour moi, ce sont ceux-là, c'est ceux qui vont s'attaquer à l'Internet des objets. Alors, je vous rassure, tout comme votre anti-spam à l'intelligence artificielle, il y a des systèmes de protection élaborés, des antivirus, etc. en intelligence artificielle. Donc, si le côté obscur de la force utilise l'IA, vous inquiétez pas, les Jedi aussi. Ok, donc pas de panique. Alors je vous fais une première conclusion, puis on attaquera les 3 heures suivantes de la conférence. Non, je plaisante. C'est une conclusion intermédiaire avant de vraiment conclure. Donc, lisez la presse, mais avec un esprit critique. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'IA, c'est une opportunité pour vous d'évoluer dans le travail répétitif ennuyant et de monter en compétence sur des trucs très shoot. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, petite pause publicitaire. Il manque le petit jingle. Alors, pourquoi pause publicitaire? Parce que maintenant, je vais vous donner des exemples concrets d'IA. Et puis, la conférence sera vraiment finie, hein, je vous rassure. Des exemples concrets d'IA, mais... comme vous l'avez vu, il est très difficile de faire la différence entre les effets d'annonce et les choses réelles, quoi. Donc, moi, je vais vous parler uniquement de ce que nous, on sort chez SimpleC1, parce qu'au moins, je suis certain de ne pas vous mentir. Et pour moi, le principal, vraiment, dans cette conférence, c'est de ne pas vous mentir. Alors, vous vous souvenez, on a mis un cerveau, il est capable de comprendre vos questions, vos réponses, et de vous trouver de clients potentiels. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour 2019 et 2020. Alors, ce qu'on prépare, en fait, c'est une évolution du cerveau de Happy qui va être capable de pointer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui gravitent autour de votre entreprise. Pourquoi faire? Pour vous donner des conseils, des suggestions, pour vous aider à avoir une entreprise plus solide. Alors, exemple numéro 1 de matérialisation, vous êtes responsable des employés. Fin de conférence, je bafouille, c'est normal. Vous êtes responsable des impayés. Eh bien, Happy, notre intelligence artificielle, va vous dire Jean-Pierre, attention, ton niveau d'impayé est de 9%, quand la moyenne nationale dans ton secteur d'activité est de 8%. J'ai pointé les sociétés A, B et C qui posent régulièrement problème, et je te problème. Fin de conférence. Hein. Et je te propose telle stratégie pour redresser la situation. C'est plutôt sympa, je trouve. Hein? Ça arrive en 2019. Autre chose, vous avez un SAV, donc un support. Hein? Et Pierre, ça fait 2 semaines qu'il galère sur un problème sans trouver de solution. Et Happy, vu qu'elle a accès à tous les tickets de support, elle voit que Claude, il a résolu un problème similaire. Elle va dire à Claude, écoute Claude, Pierre, il galère sur un problème qui est assez similaire à celui que tu avais résolu il y a 2 mois pour la compagnie Mais Beau Sympa. Contacte-le, hein, pour dialoguer et essayer de trouver une solution ensemble. Moi, je trouve ça plutôt génial, quoi. Une IA qui va aider les gens à mieux dialoguer et à faire en sorte que le patrimoine intellectuel, le savoir-faire de l'entreprise soit mieux partagé, circule mieux, pour que l'entreprise avance ensemble. Je trouve ça génial. Alors le suivant, c'est peut-être le truc dont je suis le plus fier. Si j'avais dû faire un seul truc dans ma vie, à mon avis, ce serait ça.
l'animation des ressources humaines. Alors je m'explique. Dans toutes les sociétés, il y a toujours, je vais être très franc, des gros lèche-culs qui arrivent à se faire valoir. Hein. Ils bossent jamais, mais ils savent comment bien se faire voir du patron, et les réussites des autres, ils se les accaparent. Et finalement, c'est eux qui ont toujours des promotions. Et on va prendre le cas de Marie qui est toute timide, qui n'ose pas se mettre en avant, elle bosse comme une dingue, elle se donne à 200%, c'est elle qu'on vire parce qu'elle est timide, elle sait pas se mettre en avant. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Ce qui est amusant, c'est que dans un CRM, tout est factuel, vous pouvez pas tricher. Et donc Marie, qui se met pas en avant, Happy, elle va dire, bravo Marie, je la félicite devant tout le monde, elle a encore fait une vente, il y a 2 semaines, elle avait encore résolu tel et tel problème, super Marie, félicitations. Alors, notre intelligence artificielle ne va jamais descendre quelqu'un en flèche, jamais pointer des éléments négatifs, mais elle va toujours mettre en avant les chouettes trucs que font les gens. De manière à ce que le management, la direction, elle, ait une vue factuelle des gens qui ont vraiment l'esprit d'équipe et qui mouillent vraiment le maillot, quoi. Alors, un autre exemple, KYC, LabFT, ML. Alors là, si vraiment je devais vous expliquer, la conférence ferait vraiment 3 heures, en fait. Je vous explique. Dans le monde de la finance, il existe toute une série de procédures pour lutter contre le blanchiment de l'argent, entre autres pour éviter de financer le terrorisme. Et Simple CRM s'est spécialisé en fait via un Simple CRM verticalisé pour ce qu'on appelle le MiFID II, c'est-à-dire tous ces systèmes de traçabilité, les procédures, etc., etc. Bon, il y a toujours le risque que, quand il y a 27 procédures à faire, on oublie une étape. Là, l'intelligence artificielle va dire « Oh, hop, attention, le dossier pour l'entreprise Martin, là, il manque une étape, il faut la faire, quoi. » Et donc, on va avoir notre intelligence artificielle qui va balayer les dossiers pour être certain qu'on n'a rien oublié dans toutes ces étapes légales. Ça aussi, ça arrive ici en 2019. Un autre exemple d'intelligence artificielle, c'est un truc qui est en test chez une dizaine de clients actuellement. Les entreprises investissent énormément d'argent dans leur marketing, je vais y arriver, mais au final, elles ne savent pas toujours ce que pensent les gens réellement de leurs produits. Pourquoi ? Parce que l'avis sur le produit, il est sur le site d'Amazon, il est sur Twitter, il est dans Facebook, il est dans Google Shopping, il est sur le site de Decathlon, sur la Fnac, etc., etc. C'est très, très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris notre intelligence artificielle, on lui a dit, tu balayes tous ces sites, et tu comprends ce que disent les gens, et sur base de ça, tu donnes une note moyenne au produit. Et s'il y a un problème grave, genre quelqu'un qui allume le produit, qui le descend en flèche, tu crées un ticket de support, et tu dis à Pierre, oh là là, il y a un gros problème, vas-y, tempère les choses, traite le truc. Ça, fatalement, c'est fantastique pour les marques, les produits, etc. Et voilà, là, ça tourne actuellement chez une dizaine d'entreprises en test. Et ça va sortir, si je ne dis pas de bêtises, on le lance assez tôt, ça, janvier ou février 2019. Voilà. Alors, comment l'intelligence artificielle va communiquer avec vous au travers d'un chat ? En fait, on est en train de faire un chat façon Slack, pour ceux qui connaissent, où elle va pouvoir dialoguer avec vous, dialoguer en groupe, dialoguer en privé, etc., pour vous amener toutes ces différentes informations. Dernier petit point, ce sur quoi on arrivera en 2025 à peu près. Votre entreprise est interdépendante de tout ce qui tourne autour d'elle. Elle est indépendante du politique, des événements sportifs. Ça sert à rien de faire une pub pendant Roland-Garros si votre produit n'est pas un produit sportif. Elle est indépendante de la météo aussi. Ça sert à rien de vendre la crème solaire, faire de la pub pour la crème solaire si il pleut, etc., etc. Oui, je l'ai encore placé. Je vois Myriam qui se marre dans le fond. Les belgicismes, on ne peut pas s'en défaire. Donc on est en train de créer un cerveau mémoire, en fait, ça fait 1 an qu'on bosse dessus, donc l'intelligence artificielle se crée des souvenirs, elle en a à peu près 900 000 qu'elle a créé en 1 an. C'est quoi tous ces souvenirs ? C'est toute l'actualité, c'est la météo, c'est tout ce qui se passe. Pour essayer de comprendre l'influence de tous ces éléments sur votre business. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes responsable achat des disques durs chez Dell. Eh bien, Happy va vous contacter, va vous dire « Oh là là, attention, j'ai l'impression que la mousson va arriver plutôt en Asie. Achète vite fait ton stock de disques durs maintenant, parce que qui dit mousson dit inondation, qui dit inondation dit usine inondée, qui dit usine inondée dit prix des disques durs qui explose. » Voilà. C'est ça
ce qu'on veut proposer d'ici à peu près 4 à 5 ans. C'est énormément de boulot parce que ce qui est complexe, c'est d'arriver à faire une intelligence artificielle qui va s'adapter à tous les métiers, qui va avoir la capacité de comprendre tout immédiatement, et ça, c'est ce qu'on veut vous offrir tout simplement dans le futur. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, là-bas.